As life goes on, I'm starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet, and things that they don't want to take responsibility for. I'm sorry for the times that I left you home. I was on the road and you were alone. I'm sorry for the times that I had to go. L'amiral Yamamoto est un spécialiste de l'aéronaval, une arme qui n'a pas encore fait ses preuves. Il sait que la flotte japonaise ne peut soutenir une guerre longue contre l'Amérique industrielle. Il a dit à l'empereur « Je ne vous promets que 6 mois de victoire ». Mais il a conçu un plan qui, s'il réussit, doit aboutir à mettre hors de combat, dès le premier jour de la guerre, la totalité de la flotte américaine du Pacifique. Descendant du nord, à l'écart des routes maritimes fréquentées, une escadre de porte-avions se glissera jusqu'aux abords des îles Hawaï. Décollant alors, les avions iront bombarder la flotte américaine, douillettement ancrée dans sa base principale de Pearl Harbor, à 6500 km du Japon. L'escadre d'attaque de Pearl Harbor est confiée à l'amiral Nagumo, un homme prudent, pas très sûr de son affaire. La flotte, concentrée en secret dans les îles Kuril, au nord du Japon, appareille à la fin de novembre et s'enfonce dans les brumes et les tempêtes de l'hiver. En novembre 1928, l'Amérique semble au comble de la prospérité. À New York, une spéculation effrénée se déchaîne sur les valeurs, comme sur le coton. Même activité fiévreuse à la Bourse de Paris, où l'optimisme règne. Octobre 1929. La crise s'abat sur les États-Unis, puis sur le monde. On a trop produit dans tous les genres et dans tous les pays. Les ateliers s'arrêtent, faute de clientèle. On détruit les produits en excédent. Le lait est jeté au ruisseau. Le café chauffe les locomotives. Le blé, qui ne trouve plus d'acheteurs, est précipité dans la mer. Ou consumé dans de vastes brasiers. Pendant ce temps, les chômeurs mourent ou les femmes sont à la pointe du combat. En Allemagne, où la crise ébranle une économie encore bien fragile, les banques, assiégées par le public, sont réduites à fermer leurs portes. La France, qui semblait à l'abri et où l'or continuait d'affluer, est touchée à son tour en 1931. Grève dans les textiles.
Grève chez les dockers. Grève dans la batellerie. Des barrages doivent être rompus par les gardes mobiles et par les marins. Les commerçants protestent contre les mesures fiscales. Les paysans manifestent, parfois violemment, contre les mesures agricoles. Dans le nord, les chômeurs marchent sur Arras pour attirer l'attention des autorités. Dans Paris et dans les grandes villes, des soupes populaires viennent aider les sans-travail. En novembre 1932, l'élection du président Roosevelt ranime l'espérance. Avec son Brain Trust, il va prendre des mesures hardies. De gigantesques travaux sont entrepris, comme le barrage du Colorado. En France, on suit cet exemple et à Génissia, le Rhône domestiqué va fournir en abondance l'énergie électrique à la région parisienne. En Allemagne, le régime nazi, que la crise a contribué à porter au pouvoir, lutte contre le chômage par des manifestations spectaculaires que préside le Führer. Il construit des autoroutes dont l'utilité est surtout militaire. La Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement. D'emblée, il faut dire qui s'oppose. Donc tout d'abord, nous avons les forces de l'Axe, Allemagne, Italie et Japon, qui s'opposent aux forces alliées, États-Unis, qui entrent en guerre en 1941, Royaume-Uni, France libre, URSS, Australie, Canada et d'autres. Mais retenez bien ces deux grands opposants, donc l'Axe et l'Allié. D'autre part, les deux caractéristiques essentielles qui permettent de dire que la Seconde Guerre mondiale est une guerre d'anéantissement, c'est tout d'abord qu'il s'agit d'un affrontement total. Un affrontement total puisque donc il est partout sur toute la planète. En effet, ces dimensions sont planétaires. Bien sûr, on sait que l'Europe a été le théâtre de cette guerre, mais par exemple le Japon a aussi fait la guerre aux États-Unis dans le Pacifique, et même l'Afrique est un continent qui est important grâce à ses ressources maritimes. Il s'agit donc d'un affrontement qui est également sur terre. Vous avez par exemple l'exemple de la bataille de Stalingrad, sur mer et dans les airs, avec l'exemple du bombardement de Pearl Harbor des États-Unis par les Japonais. Enfin, il s'agit d'une mobilisation totale. Elle mobilise l'essentiel de la société. Ce n'est pas essentiellement une mobilisation militaire, mais par exemple une mobilisation aussi scientifique. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, que les États-Unis inventent et créent la bombe atomique. Donc, il s'agit véritablement d'un affrontement total à cause de ces dimensions, de la mobilisation de l'entièreté, de l'ensemble de la société, et enfin du fait qu'il s'agisse d'une guerre sur terre, sur mer et dans les airs. Enfin, cette guerre, on peut la qualifier de guerre d'anéantissement. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, il y a énormément de destruction. La Pologne, par exemple, est entièrement détruite. À la fin de la guerre, l'Europe est aussi en ruine. Et 2 villes japonaises sont entièrement détruites par les bombes atomiques, donc Hiroshima et Nagasaki en août 1945.
C'est une guerre qui fait aussi 65 millions de morts. La grande caractéristique, c'est qu'elle fait plus de morts du côté des civils que du côté des militaires. Donc là encore, on a un exemple de guerre d'anéantissement, également de la société civile. Enfin, il s'agit d'une guerre d'anéantissement qui comporte également des enjeux idéologiques. L'objectif des forces des Alliés est donc de lutter pour établir la démocratie et la liberté, alors que l'Axe envisage les choses de manière à conquérir son espace vital. L'espace vital, rappelez-vous, c'était l'une des caractéristiques du régime nazi. Donc là, avec la différence des enjeux idéologiques, on peut voir que donc, ces deux pôles s'opposent véritablement. À partir de 1947, il va y avoir la formation des blocs. Pour bien marquer ce début de formation, en fait, il y a deux doctrines qui vont marquer idéologiquement chacun des deux blocs. D'une part, la doctrine Truman pour les Américains. Cette doctrine Truman va en grande partie énoncer la politique de ce que l'on appelle en français l'endiguement, que les Américains appellent le containment. L'idée en est très simple. Les États-Unis représentent ce qu'ils appellent un monde libre, libre parce qu'il y a les libertés individuelles, parce qu'il y a le libéralisme politique avec le multipartisme, et ils considèrent que ce modèle, évidemment, doit s'étendre un maximum. Et surtout, il s'agit d'empêcher le modèle opposé de s'étendre. Et donc le containment va consister à essayer à chaque fois d'empêcher l'URSS d'augmenter son influence, et cette politique va être extrêmement importante, nous allons le voir par la suite. Et pour appliquer cette politique de containment, nous verrons que Truman va, avec le général Marshall, décider d'un grand plan d'aide aux Européens qui sera le plan Marshall que nous allons voir par la suite. De l'autre côté, c'est la doctrine Idanov ou Janov, comme on voudra, et cette doctrine en question, en fait, est celle non seulement de l'URSS, mais de l'ensemble des partis politiques, des partis communistes. Or, ces partis communistes, ils existent en Europe de l'Est, évidemment, qui commencent progressivement, nous le verrons, à être soviétisés, mais ils existent aussi dans les pays de l'Europe de l'Ouest. Et le parti communiste est le parti le plus important en France, avec plus de 20% des voix. Il est très important en Italie, il est important en Belgique. Donc, en fait, lorsque Idanov va réunir une grande conférence de l'ensemble de ces partis, il va décider, et ils vont décider, de créer le Cominform. Le Cominform, c'est en fait un organisme qui va permettre à tous les partis communistes, qu'ils soient de l'Est, qu'ils soient de l'Ouest, de parler d'une même voix. En effet, dans Cominform, il y a com qui veut dire communiste et inform qui est l'information. Donc en fait, il y aura une information communiste qui sera diffusée à travers l'ensemble des partis communistes et à travers la presse d'une manière générale. Et ceci va permettre à ces partis d'être unis au grand parti frère qui est le Parti communiste. Nous allons voir le deuxième thème des USA de 1945 à 1989, le plan Marshall. Nous allons nous poser plusieurs questions pour comprendre ce qu'est ce plan. Quand ce plan a-t-il eu lieu? Qui a lancé ce plan? Pour qui? Comment? Et pourquoi ce plan? Tout d'abord, quand? Tout simplement, ce plan est lancé à partir de 1947. Qui a lancé ce plan? Alors, ce sont les États-Unis, sous la direction du président des États-Unis de cette époque, c'est-à-dire Harry Truman, qui a demandé en fait à son secrétaire d'État, George Marshall, de préparer ce plan d'intervention pour reconstruire l'Europe. Pour qui? C'est donc toute l'Europe à qui est proposé ce plan. Comment? C'est une aide de différentes sortes.
en vivres, en matériel et financière. Pourquoi y a-t-il eu un plan Marshall? Tout simplement pour reconstruire l'Europe, mais c'est surtout aussi relancer l'économie mondiale, puisque l'Europe était une très grande plateforme économique avant la guerre, et donc il faut retrouver des clients pour les États-Unis, mais c'est aussi éviter que des pays tombent sous la dictature à cause d'une crise économique. Il y a aussi la politique Truman, très importante. En fait, cette politique, on l'appelle la politique de l'endiguement, c'est-à-dire empêcher le développement du communisme. Et donc, par là, il faut accepter la démocratie, accepter le libéralisme économique pour avoir droit à ce plan Marshall. Donc, certains pays vont refuser, d'autres vont accepter. Qui accepte? Le monde capitaliste, et en particulier l'Europe de l'Ouest. Qui refuse? Le monde communiste, l'URSS, et donc tous les pays satellites de l'URSS, les pays du bloc de l'Est. Et donc, c'est le début en fait d'une opposition entre l'Ouest et l'Est, entre l'URSS et les États-Unis. C'est le début de la guerre froide. Pays d'Europe de l'Est, libérés et occupés par l'armée rouge, les communistes s'emparent du pouvoir et créent des démocraties populaires. Polonais, roumains ou tchécoslovaques portent désormais les couleurs soviétiques. Dans les pays d'Europe de l'Ouest, cette fois-ci, les États-Uniens, et à leur tête Harry Truman, nouveau président des États-Unis, décident de contenir cette expansion communiste. Les États-Unis fournissent alors aux pays d'Europe de l'Ouest une aide financière pour aider à la reconstruction. Nous sommes en 1947. On parle de plan Marshall. 2 ans plus tard, en 1949, Européens de l'Ouest et États-Uniens s'allient militairement dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ou OTAN. En réaction, l'URSS consolide son bloc en signant avec les États d'Europe de l'Est le pacte de Varsovie. Nous sommes en 1955. En août, la Russie décida, sous un prétexte fallacieux, d'isoler de l'Ouest les secteurs alliés de Berlin. Trains, péniches et camions furent bloqués. Berlin, où dès lors, ravitaillement et combustible pour les foyers et les usines ne pourraient plus parvenir que sous escorte militaire et au risque d'un conflit. Cette division de l'Allemagne, plus largement de l'Europe et du monde, comme nous le verrons plus tard, est révélatrice de l'affrontement durable qui oppose États-Unis et URSS de 1947 à 1991. Si cette logique d'affrontement est lisible à l'échelle de la planète, c'est bien à l'échelle d'une ville qu'elle est la plus symbolique. Cette ville, c'est Berlin, capitale de l'Allemagne, située alors au cœur de la partie soviétique. À l'image de son pays, l'Allemagne, la ville est coupée en 4 secteurs. La partie Est appartient aux Soviétiques, alors que la partie Ouest est partagée entre Français, Britanniques et États-Uniens. On a alors un petit îlot d'alliés, Britanniques, États-Uniens et Français, qui sont entourés de populations soviétiques. Et c'est aux frontières de cet îlot que se font face dans une proximité toute nouvelle les armées des 2 plus grandes puissances mondiales, États-Unis et URSS. Cette proximité entre les 2 camps va être à l'origine de plusieurs crises. En organisant le blocus de la ville en juin 1948, les soviétiques posent la première pierre d'un mur qui verra le jour 15 ans plus tard. Face à cette situation, les Alliés ne répliquent pas militairement. Ils ne veulent pas aller à la confrontation et risquer un nouveau conflit alors qu'on sort à peine de la Deuxième Guerre mondiale. Ils mettent alors en place un pont aérien qui permet de ravitailler la ville à la fois en vivres et en charbon. Cette technique permet de court-circuiter la stratégie soviétique. Cette première crise qui court de juin 1948 à mai 1949 et que l'on nomme le blocus de Berlin marque une rupture majeure entre les 2 puissances et donne naissance à un nouvel État. Le 8 mai 1949, la partie alliée de l'Allemagne devient la RFA, République fédérale d'Allemagne. Et 5 mois plus tard, la partie est de l'Allemagne, celle qui est aux mains des soviétiques, devient la RDA, République démocratique d'Allemagne. L'opposition entre les 2 blocs prend alors une nouvelle dimension. En RFA, à l'ouest donc, le libéralisme économique s'impose. Des produits venus d'outre-Atlantique font leur apparition, le pluralisme politique est de rigueur. Une nouvelle ère de modernité s'ouvre enfin après des années de guerre. Mais en RDA, à l'est, le régime totalitaire de Staline perdure. Les inégalités sont moindres, mais les populations majoritairement pauvres.
Et je vous renvoie ici à notre chapitre sur le régime totalitaire stalinien si vous voulez en savoir plus. Vous imaginez donc l'envie qui anime les habitants de l'Est lorsqu'ils voient leurs compatriotes de l'Ouest. C'est ainsi qu'entre 1949 et 1961, 2,5 millions d'habitants de la RDA soviétique émigrent vers la RFA, en passant surtout par Berlin-Ouest. Afin de contrer cet exode massif, le dirigeant soviétique qui succède à Staline, qui est décédé, ce dirigeant vous le connaissez, il s'appelle Nikita Khrouchtchev, vous l'avez déjà vu lorsqu'on avait parlé de Stalingrad, eh bien ce dirigeant va prendre une mesure radicale. August 13, 1961. The wall is begun. The wall of shame. Au matin du 13 août 1961, les Berlinois voient se construire les murs de leur propre prison. Durant la nuit, un mur est sorti de terre, entourant Berlin-Ouest et séparant de fait des couples, des familles entières. Suivant cette même logique, les autorités soviétiques mettent sur pied, non pas un mur, mais des lignes de barbelés, souvent électrifiées, sur plusieurs rangées, afin de séparer les deux Allemagnes, RFA et RDA. Pour les surveiller et éviter les fuites, des soldats armés montent la garde. Un rideau de fer s'est abattu à travers le continent, dit alors le Premier ministre britannique Winston Churchill. Plus encore que ce rideau de fer, le mur de Berlin devient alors le symbole entre un monde libre et un régime totalitaire. C'est ce qu'explique le président états-unien John Fitzgerald Kennedy lors de sa venue dans la ville emmurée en 1963. There are many people in the world who really don't understand, or say they don't, what is the great issue between the free world and the communist world. Let them come to Berlin. In the world of freedom, the proudest boast is, Ich bin ein Berliner. Le monde a vécu une semaine dramatique. En mission de surveillance au-dessus de Cuba, les avions U-2 américains photographiaient la construction et l'établissement de rampes de lancement de fusées dont l'existence ne pouvait plus passer pour une mesure défensive. Or, Cuba n'étant qu'à 200 km, les côtes américaines jusqu'à New York étaient tenues sous le feu des fusées à courte portée, tandis que les engins à moyenne portée menaçaient les 2/3 des territoires des États-Unis. Ces photographies allaient déclencher l'alerte. Dans un discours imprévu, le président Kennedy dénonçait le péril. Ces bases, disait-il, ne peuvent avoir d'autre raison que de fournir une force de frappe nucléaire dirigée contre nous. Il lançait en même temps le poids de la flotte américaine dans la balance en décrétant le blocus pour tout équipement militaire offensif à destination de Cuba. Or, à ce même moment, 25 cargos soviétiques étaient déjà en route. Qu'allait-il sortir de la rencontre? Les cargos accepteraient-ils le contrôle? Tenteraient-ils de forcer? Les heures commencèrent à se faire lourdes. Sur la côte américaine, les radars étaient déjà en état d'alerte. On suivait dans les caves des états-majors la marche des cargos, dont certains, disait-on, étaient porteurs de fusées à charge nucléaire. Or, les consignes étaient strictes. Si les cargos tentaient de se soustraire au contrôle et prétendaient continuer leur chemin, l'ordre était de tirer. C'est dans cette atmosphère que le Conseil de sécurité se réunit d'urgence. Plainte de l'URSS accusant les États-Unis de piraterie par la bouche de M. Zorin. Plainte de Cuba. Plainte des États-Unis par la voix de M. Stevenson. Dans le même temps, à l'Organisation des États d'Amérique réunie en séance extraordinaire, la place de Cuba était demeurée vide, et celle des États-Unis était occupée par le ministre des Affaires étrangères, M. Dean Rusk. L'Assemblée approuvait les mesures décidées pour faire face aux dangers d'agression venant de Cuba. À La Havane, la fièvre était montée au paroxysme. Les manifestations de masse pour conspuer les États-Unis se succédaient. Fidel Castro, lui-même, vint haranguer une population fanatisée qui brandissait des pancartes au slogan définitif.
La mobilisation générale était déjà entrée en cours. On creusait des tranchées sur les côtes, les postes de DCA guettaient dans le ciel vide l'approche des bombardiers US et l'homme de la rue reprenait l'uniforme. De l'autre côté de l'Atlantique, diverses manifestations prenaient pour cible les ambassades ou les organismes américains. L'une d'entre elles, celle d'Alger, répondait à la toute jeune amitié Algérie-Cuba affichée depuis la visite de Ben Bella à Fidel Castro. Qu'allait-il sortir de cette fièvre dangereuse? À Guantanamo, la base louée aux Américains par Cuba pour 99 ans, plusieurs milliers de marines étaient arrivés en renfort. Par contre, femmes et enfants étaient évacués. Tout était possible. Et puis, le miracle de la sagesse et de la fermeté eut raison de la fatalité des dangers en chaîne. Khrouchtchev détourna ses cargos et annonça la destruction des rangs. Reste tout de même Guantanamo dont Castro réclame l'évacuation. Mais l'heure du drame est passée. L'Empire des Indes est encore considéré comme un des joyaux de la couronne britannique. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, cet immense territoire situé sur le continent asiatique est une colonie britannique. Il est occupé par les armées de Grande-Bretagne, administré par un vice-roi qui dépend de Londres et exploité pour ses richesses agricoles, minières, sa main-d'œuvre peu chère et son vaste marché de près de 300 millions de personnes. En quelques années, cet immense territoire devient le porte-drapeau d'un processus essentiel dans la construction du monde contemporain, la décolonisation, c'est-à-dire le processus par lequel une colonie devient indépendante. Un homme est à lui seul le symbole du mouvement indien de revendication à l'indépendance. Son nom, Mohandas Karamchand Gandhi, plus connu sous le nom de Mahatma Gandhi. Comment cet homme, avocat de Bombay, participe-t-il à l'affirmation de l'Inde en tant que nation indépendante? En 1885, des Indiens qui, comme Gandhi, reçoivent une éducation britannique, fondent un parti politique, le Parti du Congrès. Celui-ci a pour objectif de donner une place aux élites indiennes dans le fonctionnement politique de la colonie. Il faut attendre 1906 pour que ce parti commence à réclamer l'autonomie de l'Inde. La forte minorité musulmane du pays, qui, elle, craint d'être submergée par la majorité hindouiste qui compose le Parti du Congrès, fonde quant à elle, séparément, la Ligue musulmane en 1906. Celle-ci, dirigée par Muhammad Ali Jinnah, est chargée de défendre les intérêts de la minorité musulmane. Dans les années 1920, à l'initiative de Gandhi, qui est alors dirigeant du Parti du Congrès, les appels à la désobéissance civile se multiplient. Des actions non violentes sont menées, les produits britanniques sont boycottés. Dans les années qui suivent, ce mouvement de désobéissance s'amplifie. En mars 1930, Gandhi quitte son ashram au nord-ouest du pays et entame une marche de près de 400 km. Durant ce parcours, il encourage ses compatriotes à violer le monopole d'État sur la distribution du sel. En effet, les Britanniques font payer un impôt aux Indiens sur la consommation de sel et leur interdisent de récolter eux-mêmes le produit. Suivant ce geste hautement symbolique, des milliers d'Indiens récoltent eux-mêmes le sel et nombre d'entre eux sont jetés en prison pour cet acte. Pour qualifier cette action politique non violente, Gandhi parle de satyagraha. Son objectif ultime, s'affranchir pacifiquement de la tutelle britannique afin de permettre aux Indiens de s'auto-gouverner. On parle de Swaraj, qui signifie gouvernement par soi-même. Dans les années 1930, l'indépendance commence à prendre une forme concrète. En 1935, l'India Act est voté et l'Inde dispose désormais d'un gouvernement et d'un parlement. Les Britanniques conservent cependant les affaires étrangères et la défense. En 1942, Gandhi et le Parti du Congrès impulsent le mouvement Quit India, littéralement quitter l'Inde, qui demande l'indépendance immédiate de l'Inde. En plein deuxième conflit mondial, les Britanniques refusent. Des responsables du Parti du Congrès, dont Gandhi et Nehru, sont emprisonnés. Le parti est interdit. Loin de calmer les esprits, cette politique répressive entraîne l'amplification du mouvement de désobéissance civile. En 1945, pour sauver leurs intérêts, les Britanniques se décident à accorder l'indépendance à l'Inde. Se pose alors le problème de la forme de cette indépendance. Les musulmans ne peuvent pas vivre avec les hindouistes, ils réclament un État particulier. L'ennui, c'est que dans beaucoup de régions, hindouistes et musulmans cohabitent. Des affrontements sanglants ont alors lieu entre les deux communautés. Finalement, le 15 août 1947, après 2 ans de négociations, le Royaume-Uni accorde l'indépendance au joyau de sa couronne, l'ancienne colonie est coupée en deux. L'Union indienne, dirigée par Nehru, et qui abrite les hindous.
Le Pakistan, lui-même partagé en deux parties, est dirigé par Muhammad Ali Jinnah, qui accueille les musulmans. Immédiatement et dans l'affolement, la plupart des hindous du nouveau Pakistan plient bagages et rejoignent l'Union indienne. Ils sont imités en sens inverse par de nombreux musulmans. Entre 1947, date de l'indépendance, et 1950, 15 à 20 millions de personnes se croisent par-dessus les frontières des deux nouveaux États, occasionnant au passage d'innombrables incidents meurtriers. L'Inde est indépendante, mais la région n'est en rien pacifiée. Par-dessus cela, le 30 janvier 1948, 6 mois seulement après l'indépendance, le Mahatma Gandhi est assassiné par un extrémiste hindou. L'Union indienne est née, mais elle est désormais orpheline. Malgré ses funestes débuts, la démocratie indienne mûrit et croît sous la direction de dirigeants remarquables, au premier rang desquels Jawaharlal Nehru, puis sa fille Indira Gandhi, première femme indienne à être Premier ministre. Moins chanceux est le Pakistan qui, État artificiel fondé sur l'identité musulmane, se sépare en 1971 de sa partie orientale, qui devient le Bangladesh. « 5 juillet 1962, scène de liesse à Alger. Après 8 ans d'une guerre sanglante, l'Algérie est indépendante. C'est le général de Gaulle qui l'a proclamé 2 jours plus tôt et 2 mois et demi après la signature des accords d'Évian qui mettent officiellement fin à ce qu'on appelle encore alors les événements d'Algérie. La guerre a commencé le 1er novembre 1954. La rébellion éclate en Grande Kabylie et dans les Aurès, une poignée d'indépendantistes qui se retrouvent vite face à un imposant déploiement français. Des milliers de morts, des tortures abominables, la France refuse de lâcher l'Algérie, symbole de sa puissance coloniale. Ça a été une des guerres les plus violentes de décolonisation, puisqu'elle a duré 8 ans, elle a fait des centaines de milliers de morts du côté algérien, elle a abouti à l'exode d'1 million de pieds noirs, enfin le départ, le massacre des harkis. Les 450 000 soldats français auront vite raison militairement des 25 000 combattants algériens. La guerre est gagnée, mais l'ordre n'est pas rétabli. En 1958, De Gaulle revient au pouvoir, il se rend à Alger, où il prononce face aux colons français le fameux « Je vous ai compris ». Mais la situation est intenable. De Gaulle finit par reconnaître qu'il ne peut garder l'Algérie. Il évoque 1 an plus tard l'autodétermination du peuple algérien, ce qui provoque la colère des Français d'Algérie. Mais malgré tout, l'Algérie devient indépendante en 1962. S'ensuit l'exode de 900 000 colons qui se sentent abandonnés et craignent pour leur vie. Des Français qui souvent n'ont jamais connu la France. Et la plupart étaient des gens de conditions très modestes. C'était des petits fonctionnaires, des petits artisans, des petits commerçants, etc. Bon, ceux-là, quand ils ont été rejetés par l'histoire, ils arrivent en France en 62. Et jusqu'à nos jours, ils vivent dans le souvenir, dans le ressentiment. Et c'est du monde, c'est beaucoup de monde. Il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire. Une histoire qui ne s'est jamais vraiment terminée. À la vraie guerre a succédé la guerre mémorielle. L'Algérie rêvait d'un avenir meilleur, la France a voulu enterrer les souvenirs. Les cicatrices ne se sont jamais refermées. Et on pensait comme ça, à la fois par l'amnistie, par l'amnésie, qu'on allait oublier tout ça et que dans le fond, le temps effacerait tout ça. Eh bien, ça n'a pas du tout été le cas, parce que 50 ans plus tard, le souvenir de l'Algérie, le souvenir de la guerre n'a jamais été aussi fort. Tout comme les espoirs de réconciliation. Une réconciliation dont on sait qu'elle ne pourra faire l'économie d'une mise à plat des responsabilités. L'Europe ne s'est pas construite en un jour. De la fin de la guerre à la CECA, de la CECA à la CEE, de la CEE à l'Union européenne, afin de faire l'Europe que l'on connaît aujourd'hui, il a fallu bâtir chaque partie du puzzle européen. Tout commence en 1946. Winston Churchill, alors Premier ministre du Royaume-Uni, lors d'un discours à l'université de Zurich, évoque l'idée des États-Unis d'Europe. We must recreate the European family in a regional structure, called it may be the United States of Europe. En 1950, Robert Schuman, l'un des pères fondateurs de l'Union européenne, alors ministre des Affaires étrangères français, propose une mise en commun des ressources minières entre la France et la République fédérale allemande. 1 an plus tard, la Communauté européenne du charbon et de l'acier est créée par le traité de Paris.
Elle a pour but d'unifier les ressources minières de la France, la République fédérale allemande, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Italie. Le 25 mars 1957, le traité de Rome est signé par les 6 pays de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Ce traité a pour but de mettre en place la Communauté économique européenne, qui propose une mise en commun des marchés européens. En 1973, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni rejoignent la Communauté économique européenne. Et en 1981, la Grèce rejoint la Communauté économique européenne. En 1986, l'Espagne et le Portugal intègrent la CEE. La même année, l'acte unique européen est signé. Cet acte a pour but d'élargir le pouvoir de la CEE dans la recherche, le développement écologique et technologique, ainsi que la politique sociale. Le 7 février 1992, le traité de Maastricht est signé. La CEE devient l'Union européenne. Ce traité prévoit de mettre en place une monnaie européenne. Il propose aussi la citoyenneté européenne et la coordination des polices de chaque pays membre. En 1995, l'espace Schengen est créé. Il permet aux citoyens européens de voyager librement sans frontières dans l'espace européen. La même année, l'Autriche, la Suède et la Finlande entrent dans l'Union européenne. L'Europe compte désormais 15 pays. En 1999, l'euro est créé, puis en 2002, l'euro est mis en circulation en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Autriche, en Irlande, aux Pays-Bas, en Italie, au Luxembourg et au Portugal. En 2004, 10 pays entrent dans l'Union européenne. L'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, Malte et Chypre. L'Europe compte désormais 25 pays. En 2007, le traité de Lisbonne est signé par les États membres de l'Union européenne. Ce traité a pour but de modifier l'architecture institutionnelle de l'Union. La même année, la Roumanie et la Bulgarie intègrent l'Union européenne. L'Europe compte désormais 27 pays.